21 août 1968, une Alfa Romeo blanche est garée dans un sentier peu fréquenté près d'un cimetière. Un enfant dort sur la banquette arrière, pendant que sa mère fait l'amour à un jeune ouvrier de Palerme. Comme la nuit est chaude, les fenêtres arrière sont baissées. Vers minuit, 7 coups de feu atteignent mortellement l'homme et la femme. Puis, silencieusement, une ombre soulève le jeune enfant et le sort de la voiture pour l'amener à travers champs. Ce crime passionnel va déclencher la traque d'un tueur occulte insaisissable. Et je n'aurai qu'une leçon à donner à ce couple de jeunes amants, Christian. Ce sont toujours les premiers qui se font tuer dans les films d'horreur. Oui, tu as tout à fait raison. Mais écoute, on vient d'entendre l'introduction de l'épisode 1 de la saison 2 de ma série Crime occulte que j'ai fait il y a quelques années pour Canal D. Mais écoute, ça me rappelle des bons moments parce que ça a été pour moi une série fantastique. Ça est de mes livres. Mon livre favori reste encore Crime occulte que j'avais fait à partir de la saison 1. Parce que évidemment, quand on fait cette série-là, on rencontre plein de gens, on a plein de dossiers, hein, comme là, par exemple, dans cet épisode 1 de la saison 2, c'était le tueur dont on va parler ce soir, le monstre de Florence. En Italie? En Italie. J'ai accumulé une quantité, là, je dois avoir 4 cartons là remplis de photographies, de dossiers de police. Et quand on fait une émission comme celle-là, on n'a pas le choix. On a un aiguillage à respecter. Il faut que ça dure 56 minutes. Et c'est pour ça que le livre permet une extension extraordinaire. Avec la saison 1, quand j'ai écrit le livre Les tueurs de l'occulte, qui était essentiellement sur la saison 1, ben évidemment, ça m'a permis d'aller plus loin, de présenter des documents qu'on avait dû mettre de côté. Puis quand on met des documents de côté, c'est pas parce que c'est moins intéressant, c'est parce que malheureusement, on doit tenir compte on doit faire des résumés, puis on doit mettre de côté des éléments, même si on les trouve très intéressants. Et je te cacherai pas que dans mes cartons, j'ai encore l'idée, éventuellement, si mon éditeur est intéressé, mais je pourrais éventuellement, j'ai dans l'idée d'écrire un livre, Les tueurs de l'occulte 2, qui serait le prolongement, en fait, de la saison 2, parce qu'écoute, il y avait des tueurs qui étaient pas piqués des verres, là. On avait le monstre de Florence, j'ai eu Richard Ramirez, le Night Stalker, Natacha Cornette, qui a assassiné une famille au complet, là, des pentecôtistes. Écoute, des crimes épouvantables, c'est là, puis Natacha qui avait inversé son nom, qui voulait dire Satan, là. Une jeune femme plutôt troublée. Mais bref, c'est dans mes cartons. Éventuellement, je ferai peut-être, si le temps me le permet, la santé me le permet, si c'est le choix de mon éditeur et le choix des lecteurs aussi, d'avoir un crime occulte 2, ben je le ferai peut-être. Mais bon, bref, assurément ce soir... qu'il y aura de la demande, Christian. Pour ça, j'entends déjà les gens crier « Christian, Christian ». Et d'ailleurs, merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. 19h04 ce soir, jeudi, toujours avec des détails explicites. On est dans le monde des tueurs, soit de l'occulte ou encore des tueurs en série. Alors ce soir, on est plus dans l'occultisme. Mais en fait, le tueur en série aussi, et tu fais bien de le mentionner, j'allais justement rappeler pour nos auditeurs de ce soir, que certains détails seront crus assez sordides et donc mieux vaut être prévenu à l'avance plutôt que d'entendre le descriptif de ces crimes puis on n'est pas préparé, ça peut faire sursauter. Voilà. Donc ce soir, notre crime, c'est le monstre de Florence. Le petit extrait qu'on a fait entendre, qui était l'introduction de l'épisode 1, encore une fois, je le répète, de la saison 2 de Dossier Mystère, qui a été présenté il y a quelques années à Canal D, débutait sur ce crime en 1968. C'est en fait je dirais un prélude au monstre de Florence, et tu vas comprendre pourquoi. Donc on est, comme on le mentionnait c'est pas la bande-annonce, mais dans l'introduction, on est dans la nuit du 21 août 1968. On se trouve à Sima. Toutes nos histoires de ce soir ont toutes lieu soit à Florence ou dans la banlieue de Florence. Pour les gens qui se posent la question, mais c'est où Florence? Ben, si vous visionnez, si vous visualisez plutôt sur une carte du monde, la fameuse botte
de l'Italie, ben Florence, ça se trouve dans le haut de la botte et c'est à la fois à peu près équidistant de la côte est et de la côte ouest. C'est ça, c'est autant proche de Milan que... Ouais, c'est ça. Et on est près de Pise, près de Milan, on est en plein centre. C'est la capitale de la Toscane. C'est, je te dirais, la capitale des arts en Italie. Hein. C'est vraiment magnifique. Les avenues sont bordées de statues, les constructions font dans le grandiose. C'est vraiment merveilleux. Il y a une multiplication de musées d'art à Florence. Et c'est une ville qui est pas tellement grosse, hein. C'est une ville de 350 000 habitants, là, grosso modo. On est loin là de la surpopulation qu'on va retrouver, par exemple, à Rome. Hein. Mais quelle ville magnifique. Et toutes nos histoires de ce soir, donc, se passent dans la région de Florence. Donc cette nuit-là, on en revient à notre introduction, notre prémisse du monstre de Florence. On est le 21 août 1968. On est à Sima, c'est une banlieue de Florence. Et là, on a un jeune maçon, qui s'appelle Antonio Lobianco. Il a 29 ans et il est avec une copine qui s'appelle Barbara Luzzi. Elle a 32 ans et... cette nuit-là, comme on le disait dans l'introduction de l'émission, ils sont abattus avec une arme de poing. Hein. Donc quelqu'un s'approche de la voiture et alors qu'ils sont en train de faire l'amour, et le fils de Barbara Locchi, qui a 6 ans, qui s'appelle Natalino, il dort sur la banquette arrière. Déjà ça, c'est discutable. Bon, déjà là, c'est un peu étrange, mais tu vas comprendre un peu. Hein. Donc, quelqu'un s'approche de la voiture et fait feu sur les deux occupants de la voiture et tue l'homme et la femme. Pour une étrange raison, et ça reste confus. On a comme deux versions, puis les deux versions, ce sont deux versions de police. Hein. C'est pas deux versions qui se diffèrent dans les journaux, c'est deux versions de police. Hein. Le fils, Natalino Mele, qui a 6 ans, hein, n'est pas réveillé par les coups de feu qui abattent Lobianco, ni Barbara Luzzi, qui est sa mère. Les policiers supposent que l'assassin a peut-être utilisé un silencieux pour tirer sur les occupants. Et ensuite, le garçon va... et là, on a deux versions différentes. Le garçon va dire à la police, je suis sorti... Quand j'ai vu que... il appelle son oncle, hein, Antonio Lobianco, il dit, bon, ben quand j'ai vu que mon oncle était affaissé, puis ma mère était aussi affaissée, il est sorti de la voiture, il va marcher une distance de 2 kilomètres pour se rendre à une maison où il va frapper à la porte, puis là, il va dire, il est arrivé quelque chose. Mais dans une autre version, l'enfant va dire que c'est quelqu'un qui l'a amené jusque sur le sentier. Donc... on a deux versions. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a sorti de la voiture ou est-ce que c'est lui-même qui a sorti de la voiture? L'enfant va livrer deux témoignages différents. Mais c'est un enfant de 6 ans, il faut bien le comprendre. Et cet enfant, donc, il va être remis à son père. Et puis bon, les policiers sont appelés sur place. Ils vont constater effectivement que les deux occupants de la voiture étaient visiblement en train de se livrer à des activités scabreuses lorsqu'ils ont été abattus. L'enquête va révéler que la dame en question, Barbara Luzzi, elle est originaire de Sardaigne. Elle est bien connue des environs par la police et bien connue également dans le quartier où elle travaille, justement pour sa promiscuité sexuelle. Elle est mariée. Okay. Elle a un mari qui est de 16 ans son aîné, qui s'appelle Stefano Melle. Mais dans le quartier où elle habite, les gens l'appellent la reine des abeilles, parce qu'elle butine beaucoup la reine des abeilles. Ouais, c'est ça. Donc ce soir-là, tu as bien compris que l'homme qui est dans la voiture avec elle, Antonio Lobianco, n'est pas son époux. L'époux, lui, est resté à la maison, alors qu'elle se livre à ses activités comme ça sur les hauteurs de Florence. Et c'est là qu'elle va être abattue. L'endroit où le crime va être commis, c'est un endroit assez isolé. Pas particulièrement un endroit fréquenté par les amoureux, parce que dans presque toutes les grandes villes, il y a des endroits spécifiques, là, les Lovers Lane. Mais dans ce cas-là, l'endroit, c'est plutôt, c'est un endroit retiré sur le bord d'un champ, et c'est là que le crime a eu lieu.
Lorsque les policiers arrivent sur place, on commence à faire une investigation et on découvre que le couple a été abattu par une arme visiblement de calibre 22, possiblement un Beretta. Et en fouillant dans les documents, on s'aperçoit que l'époux en question, l'époux trompé, l'époux cocu, Stefano Melle, a lui-même en sa possession un pistolet Beretta de calibre 22. Donc les policiers vont saisir le pistolet. Il ne semble pas avoir été utilisé récemment, mais bref, la police étant ce qu'elle est, puis on est quand même en 1968, on est loin des techniques policières et judiciaires que l'on connaît maintenant. J'imagine qu'on était toujours dans la logique de la dernière personne qui l'a aperçue vivante et le suspect, là. C'est toujours des gens de l'entourage aussi. Et dans des crimes comme ceux-là, tu comprends que très rapidement, le mari cocu, il est vite pointé du doigt. C'est-à-dire qu'on se dit, ben là, le scénario des policiers, c'est que éventuellement Stefano Melle a appris les écartades de sa femme. Il l'a suivi ce soir-là. Il l'a trouvé en position indécente avec un autre homme, puis il les a abattus. Et c'est lui-même qui a retiré l'enfant de la maison, qui l'a amené plus loin, là, pas de la maison, mais de la voiture, pour l'amener plus près d'une maison où il a été allé chercher du secours. Et éventuellement, lui a fait un peu l'homme un peu surpris lorsque la police est venue frapper à sa porte. « Oh mon Dieu, mon épouse a été assassinée, puis on lui ramenait son fils. » Donc, c'est le scénario développé par la police et éventuellement, crois-le ou non, avec aussi peu d'éléments, on va quand même accuser Stefano Melle d'être l'assassin de son épouse et de son amant. Okay. Il va clamer son innocence et il va y avoir un procès. Il est accusé et il est condamné à la prison à perpétuité pour le double meurtre. Ça malgré qu'il prétend être tout à fait innocent. Mais ce Stefano Melle ne va faire finalement que 6 ans de prison et tu vas comprendre pourquoi. Donc là, on glisse davantage, le temps s'écoule, les années passent, cette histoire-là est un peu oubliée. Et puis, dans la nuit du 14 au 15 septembre 1974, 2 jeunes amoureux, Pasquale Giantelcore, qui a 19 ans et qui, lui, est barman, et Stéphanie Panzetti, qui a 18 ans, qui, elle, est comptable, sont abattus et poignardés sur une route de campagne près de Borgo San Lorenzo. Là, encore une fois, on est dans la banlieue de Florence. Donc, selon toute évidence, ils ont aussi été surpris alors qu'ils s'adonnaient à des activités sexuelles. Donc, c'est toujours à peu près le même scénario. Lui, l'homme, est au volant de sa Fiat 127. Il a été abattu alors qu'il était au volant de sa voiture. Les policiers, durant l'enquête, vont découvrir que les jeunes avaient donné rendez-vous à des amis dans une discothèque pas très loin, le Teen Club. Ils ne se sont jamais rendus au Teen Club. Donc, visiblement, ils ont préféré se rendre dans cet endroit plus isolé pour avoir plus d'intimité. S'occuper de leur couple. Voilà. Et là, on entre un peu dans les détails un peu sordides après que le tueur a tiré dans la voiture parce que, là aussi, le tueur a utilisé un pistolet, une arme de poing. Il a tiré sur le couple en question. Il a sorti la jeune femme, Pantini, il l'a sorti de la voiture. Et là, on ne sait pas trop si elle était morte ou non, mais on sait qu'elle a été violée. Et ensuite de ça, l'assassin, il lui a entré une tige de vigne dans le vagin avant de la défigurer. Le rapport du médecin légiste montre qu'elle a été frappée 97 fois avec un couteau. Elle a été frappée, bien sûr, au visage pour la défigurer, mais principalement, le 3/4 à peu près des coups de couteau portés ont été portés à la poitrine et aux organes génitaux. OK, vraiment violent, là. Oui, c'est un crime très violent. Donc, et la zone où le couple a été agressé, c'est une zone qui, elle, est bien connue localement comme étant un lover's lane. Elle est tellement connue comme un lover's lane que c'est un endroit qui est même fréquenté par les voyeurs, qui se cachent derrière les buissons avec des lunettes pour voir dans l'obscurité, espérant surprendre des couples et peut-être se satisfaire en solo derrière un buisson alors qu'ils surprennent des scènes scabreuses. Lorsque les policiers enquêtent sur place, ils vont découvrir autour de la voiture, de la petite Fiat 127, ils vont trouver des douilles de calibre 22.
Mais il y a quelque chose de très particulier. Hein. On récupère les douilles. Il s'agit des douilles de calibre 22 de marque Winchester, mais le numéro de série indique qu'elles proviennent d'un paquet qui a été fabriqué en Australie dans les années 1950. Donc c'est quand même particulier là, c'est pas un truc qu'on va acheter, c'est des munitions qu'on va trouver à l'armurerie du coin là, c'est vraiment un lot fabriqué en Australie dans les années 50. Comment de telles douilles peuvent-elles se retrouver à Florence en Italie? Et là on arrive un peu à notre lien avec notre crime précédent qui est quand même survenu, faut-il le rappeler, 6 ans plus tôt. L'analyse balistique montre que les balles qui ont été tirées sont exactement du même calibre et ce sont exactement les mêmes cartouches qui ont été utilisées pour assassiner 6 ans plus tôt le couple Lobianco et Loki, hein, cette jeune femme un peu butineuse qui avait son enfant sur le siège arrière et dont le mari, Stefano Melli, a été accusé et condamné pour le crime. Alors qu'à ce moment-là, il est toujours derrière les barreaux. Ah, ok, donc, c'est s'il ça. est toujours derrière les barreaux, les policiers qui restent convaincus que Stefano Melli a bel et bien assassiné sa femme parce que c'est un mari cocu puis il voulait se venger, mais ils n'arrivent pas trop à établir de quelle façon l'arme utilisée par Stefano Melli, ce fameux pistolet Beretta de calibre 22, avec des douilles Winchester qui proviennent d'un lot particulier fabriqué dans les années 50 et distribué uniquement en Australie, comment tout ça a pu se retrouver dans les mains d'un autre assassin. Alors, devant la situation, tu comprends que l'avocat de Stefano Melli fait appel et éventuellement son client est libéré. Parce qu'il ne peut pas... Le doute est très raisonnable. Le type est en prison et voilà qu'un autre couple, dans des circonstances assez semblables, hein, ils sont dans une voiture, ils se livrent à des activités sexuelles et ils sont abattus par un agresseur anonyme. C'est suffisant pour que le juge demande un nouveau procès et juge que les premières preuves présentées contre Stefano Melli étaient pas irrecevables, mais insuffisantes. Et à ce moment-là, il est innocenté et libéré. Ces deux crimes-là, hein, ne sont pas au départ des crimes canoniques du monstre de Florence. Hein, là, on a l'impression qu'il va se passer énormément de temps. On est en 1974, et là, on va faire un bond dans le temps jusqu'en 1981. Donc, ces crimes-là sont comme oubliés. Le premier crime pourrait peut-être être l'histoire d'un mari jaloux. Le deuxième, on ne sait pas trop. La police n'a pas d'indication. On ne sait rien. Le crime, éventuellement, est évoqué dans la presse de Florence, mais peu à peu, il tombe dans l'oubli. Et puis, le 8 juin 1981, on est près de Scandissi, hein, qui se trouve toujours en banlieue de Florence. Et là, on a un dénommé Giovanni Foggi, c'est un magasinier de 30 ans, et il est en compagnie de sa petite amie, qui est une vendeuse, qui s'appelle Carmela Dunezio. Elle a 21 ans. Et là aussi, ils se sont isolés, ont trouvé un petit endroit calme et tranquille pour, comme tu dis, s'occuper de leur couple. Oui. Et à leur tour, ils sont abattus et poignardés. Le couple, faut le dire, le couple était fiancé, mais comme ils vivaient respectivement chez leurs parents, il n'y avait pas nécessairement toute l'intimité qu'il aurait souhaité. Il faut comprendre qu'au début des années 80, en Italie, on est dans une région excessivement catholique de l'Italie, donc les relations hors mariage sont excessivement mal vues. Donc le couple a préféré ce soir-là se trouver un petit endroit pour s'occuper de leur couple. D'après l'enquête des carabiniers, le couple a passé la soirée dans une boîte de nuit dans le secteur avant de se rendre sur les hauteurs de Florence pour avoir un peu plus d'intimité. Les policiers croient que Carmela Donuzio aurait tenté de fuir parce que elle n'est pas dans la voiture. Quand les policiers arrivent sur place, le petit copain, lui, Giovanni Foggi, il est toujours au volant. Il a été atteint à la tête par une balle, mais Carmela Donuzio, elle est aux côtés de la voiture. Les policiers pensent que l'agresseur s'est approché du véhicule, a tiré sur eux. Et elle a réussi à s'enfuir, mais malheureusement, elle a été rejointe par l'agresseur qui l'a abattue. Et là, il faut se tenir bien, là. Elle, au moment où les policiers la trouvent, elle est étendue sur le dos, elle a une plaie béante. Vraiment, là, j'ai vu les photos, là, c'est une plaie béante dans le bas du corps. L'assassin lui a
complètement découpé le pubis en utilisant un couteau qu'on dit cranté. Tu sais, les couteaux avec comme sur le dessus de la lame des espèces d'ailerons de requin. Là. Tu vois un peu le genre Hey de my couteau? God, ok, ouais. C'est ce qu'on appelle un couteau cranté. Ben, il a utilisé le couteau cranté comme une scie. Et il a littéralement scié toute la partie pubienne de la jeune femme en question. Donc, c'est vraiment épouvantable. Les policiers vont trouver également autour de la voiture, là encore, des douilles d'un revolver de calibre 22. Mais on fait pas le rapprochement. Là. Tu comprends, il y a quand même des années qui se sont écoulées entre les deux premiers crimes. Il y a eu le crime de 1968, il y a eu l'autre crime au début des années 70, et là, on est en 1981. C'est oublié, ça. Là. Les policiers trouvent des balles de calibre 22 et on dit, ben voilà... ils ont été agressés par quelqu'un avec un pistolet de calibre 22. Le lendemain matin, encore là, c'est une situation un peu paradoxale. Je t'ai bien mentionné que c'était un endroit qui était fréquenté par des voyeurs qui se dissimulaient derrière des buissons. J'ai l'impression que notre tueur en série, c'en est un, là, voyeur. Là. Et là, voilà que le lendemain matin, un jeune voyeur, justement, qui s'appelle Enzo Spalletti, va raconter à des amis le crime. Hein? Il raconte qu'il y a 2 victimes sur les hauteurs de Florence et il va raconter ça avant que les corps ne soient trouvés. Alors, éventuellement, les policiers vont l'arrêter. Comment peut-il être au courant de ça? Et étonnamment, il est un ambulancier. Fait que là, Spalletti dit non, c'est un collègue qui m'a informé qu'il y avait des victimes sur les collines, mais qu'on vérifie, non, Spalletti s'est confié à quelqu'un d'autre en disant qu'il avait vu des gens morts sur une colline près de Florence. Alors, les policiers, finalement, vont conclure que ou Spalletti a vu le crime, ou à tout le moins il a vu les victimes, ou il est lui-même l'assassin. Donc il est arrêté et il est écroué pendant 3 mois. Là, il faut que je te dise que la police italienne, à cette époque, ont un curieux droit. Hein? Ils ont le droit de mettre quelqu'un en garde à vue de manière indéfinie. Ah, donc, j'haïs pas ça. Donc, ici, tu sais, tu peux mettre quelqu'un en garde à vue, puis là, ben, après 48 heures, à peu près, là, je sais pas, en fonction des provinces ou aux États-Unis, des États, là, mais généralement, là, on a grosso modo une période de 48 heures, après quoi, ou bien on doit déposer formellement des accusations ou on doit libérer le prévenu. Mais pas en Italie dans les années 60 ou même mais là, dans ce cas-là, on est dans les années 80. Et même quand j'ai fait la série Crime occulte, cette loi-là avait pas encore été abrogée. Elle l'a été depuis, mais ce n'est que tout récemment. Donc, les policiers ont le pouvoir de mettre quelqu'un en garde à vue, de le laisser croupir en prison le temps qu'ils veulent. Et ils vont utiliser cette technique-là dans le cas du monstre de Florence. Parce qu'on n'a pas de suspect vraiment. Enfin, on dit on en pogne un, on le met en prison. S'il y a d'autres crimes qui se commettent au cours des prochains mois, on va savoir que c'est pas lui, on le libérera. Tu vois un peu la pensée des policiers, c'est exactement ce qui arrive avec ce Enzo Spalletti. Donc, il prétend qu'il n'a rien à voir avec le crime, mais comme les policiers n'ont pas d'autres suspects sous la main, il est écroué. Il va être écroué pendant 3 mois et c'est effectivement un nouveau crime qui va innocenter Enzo Spalletti. Et là, on se déplace. Hein, le crime dont je viens de te parler, se passe le 6 juin 1981. Donc là, on avance un peu. On est toujours en 1981. On est le 23 octobre 1981. Il y a un ouvrier, Stefano Balzi. Il a 26 ans. Il est avec une téléphoniste qui s'appelle Susanna Cambi, qui a 24 ans. Ils sont fiancés. Ils ont passé la soirée au cinéma. Et puis ensuite, à la sortie du cinéma, ils vont rouler jusque dans un parc aux environs de Calenzano, qui se trouve encore une fois aux portes de Florence. Et c'est là, alors qu'ils sont dans le parc, isolés au bout du parc, qu'ils vont être agressés. Le couple est abattu dans leur voiture, puis la femme, Susanna Cambi, est sortie. Bon, ils sont directement abattus. Et là, on sait qu'après, parce que les traces de sang montrent bien que Susanna a été abattue dans la voiture,
On l'a sorti, hein, donc l'agresseur va la sortir de la voiture et puis il va la mutiler. Il va lui découper un peu comme le crime qui a été commis quelques mois plus tôt là. Toujours la même marque. Carmela Donazio qui est assassinée en juin 81. Il va utiliser encore une fois un couteau cranté pour lui découper la partie pubienne. Et puis c'est malheureux, la triste réalité de ce crime, et les policiers, encore une fois, vont trouver sur la scène de crime, autour de la voiture, des douilles de calibre 22. Et durant l'enquête, également, ils vont apprendre que Susanna avait dit à sa mère que quelqu'un semblait... Elle était inquiète parce qu'elle avait l'impression qu'elle était suivie ou poursuivie par quelqu'un. Elle n'avait pas donné de nom, mais ça va paraître dans le dossier de police. Mais moi, personnellement, je crois que ça n'a pas de lien. Hein. Il y a pu y avoir quelqu'un qui avait un kick sur elle, qui l'a suivi, un harceleur, mais je ne crois pas que l'harceleur a quoi que ce soit à voir avec le crime. Je pense que le couple Stefano Baldi, Susanna Cambi se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et ils sont tombés sur le terrain de chasse du fameux monstre de Florence. Comme beaucoup de victimes, hein, c'est la plupart des victimes des tueurs en série n'ont pas de... Il n'y a rien de personnel, là. Ouais, non. Et là, on trouve les douilles en question. Et en regardant les douilles, là, on est quand même en 1981. On est quand même un peu plus avancé en criminalistique qu'on l'était en 1968. Et là, donc, on commence à comparer les balles. Et ce que l'on découvre, c'est que ce sont exactement les mêmes douilles qui ont été retrouvées quelques mois plus tôt sur la précédente scène de crime. Ce sont les mêmes douilles de calibre 22 de marque Winchester, avec les mêmes marques d'impact du chien sur la balle. Donc, c'est visiblement la même arme qui a été utilisée quelques mois plus tôt, 4 mois plus tôt pour assassiner l'autre couple. Mais ce qu'on découvre également en fouillant dans les archives, que ce sont exactement les mêmes douilles qui ont été retrouvées sur la scène de crime en 1974. La seule différence qu'il y avait dans le crime de 74, rappelle-toi, c'est que la victime, la jeune femme, Patini, n'a pas été mutilée on lui a pas retiré des organes génitaux. On l'a quand même agressé, on lui a quand même introduit une branche dans le vagin. On l'a magané pas pire. Ouais, mais on l'a magané, mais on n'a pas coupé les organes génitaux. Donc ça, c'était le crime de 74. Alors que les deux crimes de 81, celui du mois de juin et celui du mois d'octobre, dans les deux cas, l'agresseur a amputé ses victimes de leurs organes génitaux. Mais quand on commence à fouiller, on découvre que les mêmes balles ont servi également au meurtre de 1968. Là. C'est le meurtre d'Antonio Lobianco et Barbara Lucchi, qui avait son petit garçon qui dormait sur la banquette arrière. Donc là, on est en août 68. Là, les policiers comprennent qu'ils ont affaire à un tueur en série et que le tueur en série qu'ils recherchent, il sévit dans la région de Florence depuis au moins 2 décennies. Il a commis un crime visiblement en août 1968 en tuant Antonio Lobianco et Barbara Lucchi. Et puis ensuite, il s'est arrêté pendant quelque temps pour commettre un nouveau crime en septembre 1974, lorsqu'il a assassiné le couple Giantelcore et Pantini. Ensuite, il va retourner dans l'ombre pendant 5 ans avant d'assassiner, et là, à quelques mois d'intervalle, en 1981, le couple Foghi et Donizio en juin et Baldi et Campi en octobre. Donc là, les policiers ils sont devant 4 doubles assassinats. Rappelle-nous les dates, 68, 74. 68, 74 et 2 fois en 81. Donc là, visiblement, les crimes s'accélèrent. Le point commun de tous ces crimes, c'est ces fameuses douilles de calibre 22 de marque Winchester provenant d'un lot qu'on s'est procuré visiblement en Australie à la fin des années 50. Et moi, c'est le point commun. Je pose aussi la question parce que oui, on a tué des hommes, mais pourquoi on s'est acharné juste sur les femmes? Là, tu poses... tu devrais être police, toi. Hein? J'aimerais ça être enquêteur, pour vrai. Parce que là, on arrive exactement dans cette perspective-là. Les policiers commencent à se dire, bon, OK, est-ce que c'est le même assassin?
Ça, on n'en est pas certain. Mais on n'arrive pas à imaginer de quelle façon un pistolet pourrait se promener d'un assassin à un autre. À tout le moins, les 2 crimes de 81 semblent visiblement avoir été commis par la même personne. On a exactement le même modus operandi et les mêmes mutilations. Le crime de 74, on a le même modus operandi, mais on n'a pas la mutilation. Donc, ça le met un peu dans une zone grise. Alors que le crime de 68, lui, semblait directement attribué à un mari jaloux. Mais il est clair ici qu'on est en présence de 4 doubles assassinats, même s'il y a de quelques variantes entre chacun d'entre eux, c'est quand même assez étrange. C'est 4 fois des couples qui s'adonnaient à des activités sexuelles dans leur voiture, qui ont été abattus. Et à chacun de ces crimes-là, on a retrouvé sur place des douilles de calibre 38 provenant d'un lot très particulier de la compagnie Winchester. Donc, à ce moment-là, on est très préoccupé. On se rend compte qu'on a sur les mains un tueur en série, alors qu'on n'avait pas encore fait ce rapprochement. Les douilles montrent bel et bien qu'on est dans une séquence. Et à ce moment-là, il y a un journaliste, Mario Spezzi, un type très sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer. Et Mario Spezzi, c'est lui qui va sortir le nom. C'est un journaliste judiciaire. Et il va écrire un article qui va faire la une du journal local, du journal national, en fait, de Florence, avec un titre tout à fait frappant, le monstre de Florence. Les tueurs, on aime bien leur associer des noms qui sont frappants. On a le rôdeur de la nuit, les étrangleurs des collines, l'étrangleur de Boston, Jack l'Éventreur, et là on a le monstre de Florence. Et là, donc là, on se dit, on a un tueur en série, il faut essayer de voir de quelle façon ça peut se passer. On met en place une brigade, et puis les mois passent, pas de nouvelles de notre assassin. Alors, on retient notre souffle, malheureusement, le 19 juin 1982, on est donc 8 mois après la dernière séquence de meurtre de Stefano Baldi et de Susanna Campi, et cette fois-là, on a un dénommé Paolo Minardi. C'est un mécanicien de 22 ans. Tu vois qu'on frappe surtout des jeunes couples. En plus. Et la raison est simple, parce que les gens un peu plus âgés, ou bien ils ont leur propre appartement, ils ont d'autres lieux pour faire des ébats sexuels qu'une banquette arrière de voiture. Donc, dans le cas présent, Paolo Minardi, un mécanicien de 22 ans, est avec sa petite copine, Antonella Migliorini. Désolé pour les gens italiens qui nous écoutent si ma prononciation italienne est un peu fautive. Mais donc, c'est une couturière de 20 ans et ils sont abattus juste après avoir eu une relation sexuelle dans la voiture du Minardi. Mais ici, le tueur va commettre sa première erreur. La scène de crime se trouve sur une route provinciale à Montespertoli. Montespertoli, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Montespertoli, qui est une banlieue de Florence. Donc, on est tout près d'une route nationale très passante. Et en raison de l'endroit, le tueur s'est approché de la voiture. Le scénario des policiers, c'est que le tueur s'est approché de la voiture, il a tiré sur la voiture, parce que de la façon dont le crime a été découvert, en fait, c'est quelqu'un qui a appelé la police en disant je viens d'assister à une scène étrange. Une voiture sur une espèce de zone gazonnée, une espèce de parc, s'est mis en marche arrière et il est tombé dans un fossé. Donc, on pense que c'est un accident. Les policiers sont alertés, ils arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard et effectivement, ils trouvent la voiture de Minardi qui est dans un fossé. Et à l'intérieur, le couple, Minardi et Migliorini, qui sont morts abattus par des balles. Et les policiers, donc, en regardant la scène de crime, on voit les traces de la voiture sur la partie gazonnée, boueuse un peu. Donc, et on voit que les phares de la voiture ont été explosés par des balles. Donc, les policiers imaginent le scénario. Selon eux, le tueur s'est approché de la voiture et visiblement, les passagers ont vu l'agresseur s'approcher de la voiture. C'est à ce moment-là que Paolo Minardi aurait mis sa voiture en marche arrière. Probablement que l'homme devait tenir une forte lampe de poche dans sa main et
possiblement que Minardi a pensé que c'était la police. Donc, on a un jeune homme de 22 ans qui vient d'avoir une relation sexuelle d'une voiture, il voit quelqu'un s'approcher avec une grosse lampe torche, il pense qu'il vient de se faire surprendre par la police. Donc, il met sa voiture en marche arrière. Malheureusement, la voiture va glisser dans une ornière et tomber dans le fossé. Et au moment où la voiture recule, probablement que le tireur a tiré sur les phares de la voiture pour empêcher que la lumière l'éclaire lui, pour pas qu'on puisse éventuellement le voir ou qu'on puisse voir la scène. Mais malheureusement, à cause de cette situation imprévue, probablement que l'assassin s'attendait pas à une telle réaction de ses futures victimes, la situation a comme clairement dérapé. Lorsque Minardi met la voiture en marche arrière, tombe dans le fossé, les coups de feu inattendus. Donc l'assassin ne mutile pas sa victime féminine. Il prend la fuite. Et lorsque les policiers arrivent sur place, ils constatent malheureusement que Migliorini est décédée. Donc la jeune femme, elle est décédée. Mais Paolo Minardi vit encore. Il a encore un pouls. Donc on le transfère à l'hôpital. Et à ce moment-là, mais malheureusement, on fait le tout pour le garder en vie. Mais il décède. Ah, ok. Et au moment où Paolo Minardi décède, la procureure de la région de Florence a une idée qu'elle pense permettre de mettre la main sur l'assassin ou à tout le moins de se dévoiler. Elle réunit tous les journalistes judiciaires de Florence, elle les réunit dans son bureau et leur demande d'écrire dans le journal, bien sûr, ils vont parler du crime, mais de dire que Minardi a eu le temps de dire quelque chose, alors que ce n'est pas vrai, il n'a jamais repris conscience. On l'a transporté à l'hôpital, mais malheureusement, quelques heures après, il est décédé. Mais elle demande aux journalistes donc de dire que Minardi aurait dit quelque chose. Donc, les journalistes publient l'article, ils racontent le crime en question dans les moindres détails et ils laissent planer en disant, voilà, lorsqu'on a retrouvé Minardi, puis on l'a amené à l'hôpital, il était toujours vivant et conscient. Puis, on ne commet pas une erreur, mais en laissant supposer qu'il était toujours conscient, ça donne l'impression qu'il a probablement confié quelque chose. Et on espère, à travers ça, que le tueur va sortir de l'ombre parce que... Faire un faux pas. Ouais, il va faire un faux pas parce que soit il va se rendre à l'hôpital ou quelque chose et il le commet ce faux pas-là, mais ça ne donne pas les résultats qu'on espérait. Quelques jours après les crimes, Lorenzo Allegranti, dont le nom avait été mentionné dans la presse, parce que Allegranti, c'est l'ambulancier qui a été dépêché sur la scène de crime, c'est donc lui qui a mis sur la civière le Minardi et qui l'a transporté à l'hôpital. Donc, on est en pleine nuit. Allegranti reçoit un coup de téléphone, il est 4 heures du matin, il décroche, et crois-le ou non, à l'autre bout, une voix lui dit « Je suis le monstre de Florence ». Et il lui dit « Qu'est-ce qu'il a dit, Minardi ?» Et là, l'autre, tu comprends, l'ambulancier est un peu estomaqué. Le tueur qui appelle chez lui. Le monstre de Florence appelle chez lui. C'est quoi les chances d'avoir le numéro, tu sais? Tu sais, fait que là, évidemment, il balbutie. Qui êtes-vous? Je peux pas dire ça. Appelez la police ou quoi que ce soit. Et là, l'individu, est-il vraiment le monstre de Florence? On ne le saura jamais. Mais il va multiplier les coups de fil à Allegranti et il va le menacer de si tu dis quoi que ce soit, je sais où t'habites, je sais qui tu es, je connais ta famille, prends garde, je vais m'en prendre à ta famille. L'affaire dégénère à un tel point qu'éventuellement la police de Florence doit mettre Lorenzo Allegranti et sa famille sous surveillance policière 24 heures sur 24, de peur éventuellement que le monstre de Florence s'en prenne à eux. Les mois s'écoulent. Pas de nouveaux crimes. Et puis, le 9 septembre, on a pratiquement une année qui s'est écoulée. Et voilà que le 9 septembre 1983, 2 jeunes hommes, et là, je m'excuse pour la prononciation allemande, Wilhelm Friedrich Horst Meyer, il a 24 ans, et Jens Awis Roche, et lui, il a 24 ans aussi. Donc, 2 jeunes hommes, 2 étudiants d'Innsbruck, en Allemagne de l'Ouest, visitent l'Italie pour célébrer le fait que Meyer a reçu une bourse d'études. Donc, les 2 garçons, 2 bons amis,
On pourrait même dire la police va suspecter que sont même beaucoup plus que de bons amis. On va retrouver ils ont une camionnette Volkswagen, un peu le genre camionnette de camping, là, tu vois le genre. Ouais, ouais. Et en Italie, c'est des Volkswagen Samba. Je me rappelle pas le nom que ça a ici au Québec, ça a un autre nom, les Volkswagen camionnettes un peu là, ça va sûrement me revenir. Mais bref, les gens de VUS, ça? Bah, tu sais, ça a l'air un peu comme d'un camion de camping, là, en tout cas, le Westphalia. Le Westphalia, okay, voilà, oui, c'est ça. C'est bon. Camionnette de type Westphalia. Donc, en Allemagne, en Italie, les Westphalia s'appellent les Samba. Donc, les jeunes garçons, bon, je disais en Italie, en Europe, ils ont un modèle Westphalia qui s'appelle Samba. Donc, nos deux jeunes garçons visitent cette région-là de l'Italie, hein, la Sardaigne, tout ça, et ils ont ce véhicule. Et ils sont retrouvés assassinés dans leur camionnette par balle, exactement dans le même contexte. Ils avaient trouvé un endroit pour se mettre sur le bas côté de la route, un endroit dégagé, un peu comme une clairière, et on va les retrouver abattus dans leur véhicule. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils constatent, et c'est là que je vois que ton instinct de police a parlé, parce que ils vont se poser la même question que toi. Lorsqu'ils arrivent sur place, d'abord, il y a quelque chose de brisé ici. On n'a pas un couple homme-femme, mais on a deux hommes. Ouais. Mais quand les policiers arrivent aux côtés de la voiture, les deux hommes n'ont pas été mutilés. Aucun d'entre eux n'a été mutilé. Ils ont simplement été abattus par balle. Mais l'un des deux hommes, Roche, Jens Roche, il a 24 ans, comme je l'ai mentionné, il est très petit, hein, il a un physique petit, menu, et il a de grands cheveux blonds. D'ailleurs, les policiers, hein, lorsque je parlais avec les policiers qui ont trouvé les corps, ils m'ont dit, un des policiers me disait, quand je me suis approché de la camionnette, j'avais l'impression que c'était vraiment un couple d'hommes et d'une femme. Mais quand je me suis approché et j'ai bougé le corps de la victime blonde, ben là, j'ai bien vu que c'était un homme qui avait des cheveux longs. On suppose que le tueur, le monstre de Florence, parce qu'il n'y a aucun doute que c'est ce tueur-là, on va retrouver autour de la camionnette les fameuses balles, le Winchester calibre 22 Beretta, donc c'est sûr que c'est le même individu. On pense que dans l'obscurité, le tueur a confondu les deux jeunes hommes pour un couple homme-femme. Et après les avoir abattus, il a découvert que la victime blonde n'était pas une femme, mais un homme, donc il n'a pas procédé à quelque mutilation que ce soit, il a simplement quitté la scène de crime. Et c'est là que les policiers se posent la question. Il est donc clair que la motivation première du tueur n'est pas le meurtre. La motivation première du tueur, c'est la mutilation. Ouais. Mais pourquoi, à ce moment-là, s'en prendre à des couples? Parce qu'il multiplie la difficulté. Tu comprends, on le voit malheureusement tous les jours, des femmes sont agressées sur la rue, dans des ruelles. Une femme seule est beaucoup plus vulnérable que si elle est dans une voiture avec son copain. Tu comprends? C'est bien plus facile de contrôler une seule personne que d'en contrôler deux. Voilà, une seule personne, ça diminue les chances que quelqu'un arrive et essaie premièrement survie, et deux, essaie de se défendre et de t'attaquer toi-même, tu sais. Et là, les policiers émettent une hypothèse. Pour eux, le type qui commet le crime, d'abord, sa motivation première, c'est la mutilation. Hein? C'est un fétichiste, peu importe, mais il conserve les organes génitaux féminins pour quelque raison que ce soit. Non, on va avoir trouvé une boîte à quelque part, là. Bon, ok, on va finir l'émission, là. Mais c'est un peu ça qui, c'est un peu ça. T'anticipes, ouais. Donc, il garde, visiblement, les organes génitaux, et les policiers pensent que le type également est un individu excessivement narcissique. Hein, lorsqu'il agresse les couples, il sait qu'il prend un risque supplémentaire en agressant des couples. Mais c'est comme s'il voulait lancer un signal, tu sais, du genre regarde, c'est moi le plus fort, c'est moi qui va te dominer, ton petit ami ne peut rien pour toi, c'est une mauviette, je suis plus fort que lui. Tu comprends ce besoin de valoriser et de montrer que la femme, même si elle est avec son petit ami, elle reste vulnérable entre les mains de cet individu qui se prend sans aucun doute pour une espèce de surhomme. Donc, c'est l'hypothèse que développent les policiers après le meurtre de ces deux jeunes garçons, là, ces deux jeunes Allemands, le 9 septembre 83. Et là, encore une fois, on a presque une année
qui va s'écouler. Et à nouveau, dans un boisé près de Viccio, qui est toujours une banlieue de Florence, on a un autre couple, Claudio Stefanazzi, un étudiant de 21 ans, et Pia Gildarontini, une barmaid de 18 ans, sont abattus et poignardés dans la Fiat de Stefanazzi, dans laquelle, bien sûr, ils viennent d'avoir une relation sexuelle. Le tueur, après avoir abattu ses deux victimes, reprend son triste scénario. Il sort Rotontini de la voiture, il l'ampute du pubis en utilisant toujours son couteau comme étant une scie, mais il fait autre chose, il enlève le sein gauche de sa victime. Ah. Les enquêteurs vont trouver sur les lieux, bien sûr, les sempiternelles douilles de calibre 22, visiblement tirées par le pistolet Beretta, et donc ils sont persuadés que là, encore une fois, ils ont affaire au même tueur. Mais on voit qu'il y a eu un crescendo dans les mutilations. Il s'est pas simplement contenté de la région pelvienne, il a enlevé un sein. Au lendemain des meurtres, une amie de Rotontini va aller dire à la police que la jeune femme Rotontini, qui était barmaid, lui avait confié qu'elle avait eu maille à partir avec un client il y a quelques jours, qui s'était montré un peu disgracieux et tout ça. Encore une fois, je pense que ça n'a rien à voir avec les crimes, pas plus que les crimes précédents où une jeune femme avait confié à sa mère qu'elle avait l'impression qu'elle était suivie. Je pense simplement que Claudio Stefanazzi et Pia Gildarontini étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Je renchéris en disant que d'avoir l'impression d'être suivi ou d'avoir un homme trop insistant, c'est malheureusement la réalité féminine. Oui, et d'autant plus, c'est une très jolie fille, puis elle travaille dans un bar. C'est ça. Donc, une petite pensée à toutes les barmaids du Québec là, qui se font achaler par des gros caves, des douchebags qui ont trop bu. Là, ben, j'ai une petite pensée pour elles ce soir. Donc, c'est un peu malheureusement le quotidien des jeunes femmes qui travaillent dans des bars. Et ensuite, va arriver, bon là, on est clairement, encore une fois, en présence de ce tueur. Il y a eu crescendo dans le crime. Et puis, va arriver possiblement le pire, le dernier, mais en même temps, un peu à la signature de Jack l'Éventreur, le crime le plus monstrueux. Il se produit dans la nuit du 7 au 8 septembre 1985. Encore une fois, on a un jeune couple. On a l'homme s'appelle Jean-Michel Kravanchvili. Hein, c'est un nom difficile à prononcer. Lui, il est musicien d'origine georgienne. Et sa copine s'appelle Nadine Morio. Elle a 36 ans. Elle est un peu plus vieille. Elle est commerçante. Et tous les deux sont français. Hein. Ils habitent à Audincourt, en France. Et ils visitent la Toscane. Donc, après avoir passé quelques jours, ils décident de se rendre près de San Catiano, qui se trouve toujours dans la banlieue de Florence, et le couple font du camping. Hein. Ils se déplacent en voiture, une petite voiture, et ils font du camping. La voiture est une petite Peugeot. Donc, ils vont trouver un endroit dégagé, ils vont placer la voiture de côté, et ils vont installer leur tente. Et là, ils ont une vue extraordinaire qui domine complètement Florence. C'est très risqué pour eux de faire ça parce que partout en ville, il y a des affiches et on dit aux touristes qui font du camping ou qui se promènent avec des petits véhicules, genre un peu Westphalia, ce genre de truc-là, on lui dit, ben allez pas comme ça vous isoler dans des endroits, c'est dangereux, il y a le monstre de Florence, bon. Mais on va contre cet argument-là et malheureusement, les deux sont agressés dans leur tente. Visiblement, le tueur les surprend alors qu'ils sont dans leur tente. Il va abattre avec son arme à feu, il abat d'abord Nadine Morio. Son petit copain Jean-Michel Kravatchvili réussit à sortir de la tente. Il prend la fuite. Le tueur le rejoint, le jette sur le sol et lui tranche la gorge avec son fameux couteau à cran. Là. Bon, il lui tranche la gorge. On va passer un peu les détails. Moi-même, écoute, je te raconte ça, puis j'ai des photos de la scène, là, c'est épouvantable. Et là, il revient, il en a pas fini, là. Il revient, il entre dans la tente et il va mutiler Nadine Morio. Donc, il la mutile, il lui enlève ses parties génitales et il la mutile également. Il lui enlève un sein, le sein gauche, encore une fois. Et toujours juste un. Et le sein gauche. Et c'est ici que l'affaire prend une tournure encore plus monstrueuse. Déjà, le crime est épouvantable. Mais
tu vas voir la tournure, là, il y a comme une escalade. Hein. Comme le couple en question, le Kravachvili et Morio, étaient des étrangers, comme ils voyageaient seuls, leur disparition n'est pas immédiatement signalée. Et c'est ce silence autour de la disparition du couple qui amuse le monstre de Florence. Il envoie, crois-le ou non, une lettre à la procureure de la République, Silvia Della Monica, hein, la procureure de Florence, et lui envoie une lettre. Et sur la lettre, le nom, l'adresse a été fait avec des lettres découpées dans un journal et collées sur l'enveloppe. Ça, c'est pour le dessus de l'enveloppe. À l'intérieur, il y a une lettre qui est écrite en lettres carrées, là, hein, en lettres moulées, et dans lequel l'assassin dit, bon, ben, j'ai commis 2 crimes, vous les avez pas trouvés, blablabla, je vous défie de les trouver, et pour prouver qu'il est bel et bien le tueur de Florence, ben, t'auras bien compris qu'il y a une petite enveloppe en plastique, et dans cette enveloppe de plastique, il y a le mamelon de Nadine Morio. Bon. Donc, mais par un concours de circonstances, hein, le tueur était comme persuadé que tout ça tomberait ça ferait comme une espèce de suspense, mais le suspense, c'est pas très long parce que au moment où la lettre arrive au bureau du procureur, il y a un jeune homme qui cueille des champignons qui tombent sur le corps des deux touristes français qui ont été assassinés. Donc, quand le monstre de Florence s'amuse avec la police en disant essayez de m'attraper, ou essayez de trouver les victimes, ben la chasse est pas très longue parce qu'au moment où la procureure déballe l'enveloppe et elle prend connaissance de son contenu, de son macabre contenu, les corps ont déjà été retrouvés depuis quelques heures. Et soudainement, après ce crime, le monstre de Florence semble disparaître. Et là, il y a une espèce de twist un peu étrange qui va jeter un ombrage sur cette histoire-là qu'on n'arrivera jamais vraiment à comprendre. Les policiers, puis là je vois que le temps file, fait que je vais essayer d'y aller vite, mais écoute, c'est une histoire extraordinaire. Les policiers commencent, on a avancé dans le temps, on est rendu pratiquement au milieu des années 80, la criminalistique a changé, donc les policiers bénéficient de techniques qui ont été développées par le FBI, le bureau du profiling, tout ça. Heureusement qu'ils ont existé, eux autres. Ouais, et on fait appel au FBI, le FBI leur dit, ben voilà, le tueur que vous cherchez, c'est visiblement quelqu'un qui habite Florence. Et le premier crime, hein, donc le premier crime, est-ce que c'est le crime de 68, est-ce que c'est le crime de 74, ou est-ce qu'il faut aller vers les crimes de 80? Mais comme les crimes les plus monstrueux, avec mutilation, donc qui demandaient plus de temps à l'agresseur, donc les crimes les plus risqués étaient ceux où il a commis des mutilations, le FBI dit, vous devez chercher quelqu'un qui devait être dans sa zone de confort, donc une zone qui était assez proche de ça. Donc, les policiers regardent, on replonge dans les dossiers, on essaie de retrouver les pervers, les assassins, les gens qui étaient en liberté, qui avaient des dossiers criminels à ce moment-là et qui auraient pu être dans les environs. Et il y a un nom qui se distingue des autres. C'est celui d'un individu qui s'appelle Pietro Pazziani. C'est un homme de 60 ans. Il a été condamné pour vol et violence conjugale et il a été accusé d'avoir violé ses 2 filles. Il a d'ailleurs fait quelques années de prison pour les viols de ses 2 filles. Et en 1951, il a même assassiné le petit ami de sa copine. Hein. Pazziani fréquentait une jeune femme. Il l'a surprise curieusement dans une voiture avec un autre homme. Et Pazziani est allé chercher un pistolet et il les a abattus tous les 2. Il a abattu l'homme en question. Il a tiré sur sa femme qui était blessée mais qui n'est pas décédée. Donc on a une agression qui ressemble étrangement au crime commis par le monstre de Florence. Donc, on va arrêter ce fameux Pazziani, qui est d'une intelligence, hein, le procureur me disait, il était d'une, parce qu'il est décédé maintenant, mais il était d'une intelligence remarquable et il était un parfait manipulateur. Et même s'il était en partie illettré, hein, c'était un individu qui était, on pourrait le qualifier d'agriculteur, éleveur, il était pas très instruit. Pas beaucoup d'éducation, c'est ça. Pas beaucoup d'éducation, mais un homme excessivement brillant et excessivement manipulateur. Et bien sûr, il nie catégoriquement être associé à ces crimes.
Durant l'enquête, les policiers vont trouver sur son terrain, ça c'est un peu douteux, vont trouver sur son terrain une douille de calibre 22 Winchester provenant d'une boîte fabriquée dans les années 50 en Australie. Alors là, la douille semble relier Pattini au crime. Mais que voulez-vous de plus? Mais on comprend que ça sent le soufre, hein, ça sent la pièce de résistance qu'on a mis sur place pour arrêter Pattini. Pattini, évidemment, dit il n'y a jamais eu de pistolet de calibre 22, il n'est pas au courant de ça. C'est vrai, faut bien se rendre à l'évidence, c'est quand même curieux qu'une douille comme ça a été trouvée au milieu de son champ de patates, là, pendant que les policiers fouillaient les environs. Mais bref, il est accusé des 7 meurtres en question et il est condamné. Hein. Il n'y a absolument rien contre lui, mais la justice italienne, contrairement à la justice nord-américaine, par exemple, en Italie, tu dois pas prouver que le procureur doit pas prouver que tu es coupable. Tu dois, toi, prouver que tu es innocent. Okay. Donc, c'est comme le renversement de la preuve. Alors là, Pattini, évidemment, il pédale, et finalement, il est condamné pour les 7 doubles meurtres qu'on lui reproche. Et là, il est envoyé en prison, et puis il reçoit une peine de condamnation à perpétuité. Mais Pattini fait appel parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, hein. Rappelle-toi, par exemple, le couple de Français qui ont été attaqués dans leur tente. Le jeune homme, c'est ça. Et le jeune homme, on parle d'un jeune homme dans la vingtaine, il sort de la tente à moitié nu et il s'enfuit à travers bois et il est rejoint par le tueur. Mais Pattini est un homme un peu grassouillet. Il a plus de 60 ans. Il y a eu plusieurs pontages coronariens. C'est pas le genre de gars qui va te poursuivre dans la forêt et surtout pas contre un jeune homme d'une vingtaine d'années qui court à perdre haleine. Tu comprends? Ça semble pas fonctionner. Le fait qu'on ait trouvé la cartouche de 22 sur son terrain, mais Pattini est visiblement un individu méprisable, mais on n'a rien contre lui. Et éventuellement, il va y avoir un nouveau procès et Pattini va être libéré en 1996. Éventuellement, la justice va tenter de refaire un nouveau procès à Pattini en 1998, mais il décède avant que le procès ait lieu. Alors, les policiers se retournent et là, ils nous sortent une histoire un peu abracadabrante en disant, durant le procès de Pattini, 2 de ses amis sont venus témoigner. Or, on pense que ces 2 amis-là auraient été impliqués avec Pattini pour commettre les crimes. Donc, le monstre de Florence ne serait pas une personne, mais 3 personnes travaillant de concert. Et les 2 amis de Pattini, qui sont soudainement accusés des crimes, dénommés Mario Vanni et Giancarlo Lotti, sont 2... L'un est un itinérant, l'autre est un retraité. Les 2 ont à peu près 60 de quotient intellectuel, donc tu peux leur faire dire à peu près n'importe quoi. Et éventuellement, ils vont confesser les crimes devant les policiers, mais ils sont incapables de donner les circonstances des crimes. Tu sais, les avez-vous tués? Oui. Ça s'est passé comment? Je sais pas. Bon, tu vois un peu le genre. Donc, il y a un procès. J'aime ton imitation. Il y a un procès. Ils sont condamnés, puis ils sont envoyés en prison. Mais la condamnation de ces 2 espèces d'idiots du village ne convainc pas les gens de Florence. Pour eux, là, c'est vrai, les policiers disent, oui, mais depuis qu'on a arrêté cette saga Pattini et ses 2 acolytes, les procès, il n'y a pas eu de nouveaux crimes du monstre de Florence. Mais est-ce une conséquence ou un hasard? On ne le saura jamais. Il n'y aura jamais aucun autre crime à Florence qui sera commis avec la même signature. Et en 2001, on a une révélation qui est assez surprenante. L'enquêteur en chef de la police, dont on vient de créer une nouvelle unité, une unité du groupe qui s'intitule, ça s'appelle le JIDES. Si je te le traduis en français, c'est le groupe d'enquête sur les crimes en série. Donc, une première unité pour enquêter sur des crimes de tueurs en série. On rouvre à nouveau l'enquête sur le monstre de Florence, parce que personne n'a été convaincu que l'arrestation de nos 2 tatas était le monstre de Florence. Et soudainement, le chef enquêteur fait une annonce qui est tout à fait surprenante. Il dit que, à son avis, les crimes ont été commis par un culte satanique et qui était actif dans la région de Florence. Et le policier va même jusqu'à dire qu'il a rencontré un chimiste et médecin, un certain Francesco Calamandrei, qui lui aurait confié qu'il avait engagé Pattini pour tuer des femmes, voler leurs organes génitaux, qu'ils ramenaient à ce groupe de satanistes qu'ils utilisaient dans des rituels. Malheureusement,
à partir de cette confidence, les policiers n'ont pas pu mener plus loin leur enquête, puisque l'individu qui a fait cette révélation, ce Francesco Calamandrei, décède avant que la police puisse mener à bien son enquête. Donc la piste devient une piste sans issue. Donc on a cette idée-là que il y avait peut-être un groupe satanique à Florence qui agissait et que le monstre de Florence était le pourvoyeur d'organes génitaux pour des rituels. Mais on n'en aura jamais la preuve. Et rappelle-toi la semaine dernière, quand on a parlé des Bêtes de Satan, hein, ce groupe de musiciens rock, à un moment donné, bizarre, durant leur procès, un des jeunes, hein, Valpone, a dit... J'ai commis ces crimes-là parce qu'il y avait des gens au-dessus de moi qui étaient un groupe plus important, groupe de satanistes, mais qui incluait des gens, des gros bonnets qui sont liés au monde politique, au monde juridique ou peu importe. Et immédiatement, quand cette histoire-là, quand les Bêtes de Satan ont fait quand un des membres des Bêtes de Satan a fait cette révélation devant le tribunal, évidemment, sur toutes les lèvres, on n'avait qu'une idée en tête. Le monstre de Florence. Tu comprends? C'était comme deux histoires qui se rejoignaient. Et là, on n'a plus de temps, mais je viens de te dire qu'au moment où on se parle, l'histoire du monstre de Florence est probablement... On est en train de faire un film de style hollywoodien qui va reprendre l'histoire du monstre de Florence. Il y a des noms qui circulent. On pourrait même assister à un duo Antonio Banderas et George Clooney. Qui va être très bon, là. Ouais, et simplement pour dire que Thomas Harris, qui est l'auteur du Silence des agneaux, hein, qui était